Bonjour à tous, nous sommes le 23 janvier, il reste encore 7 jours où je peux dire tous les jours, comme je l'avais dit, bonne année et bonne santé à tous les Guadeloupéens qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, un peu partout en France. Et nous allons continuer. Aujourd'hui, la mairie de Pointe-à-Pitre sera bien représentée puisqu'il y a Georges Mouinan, bonjour. Bonjour. Président du PAP, PAP comme Pointe-à-Pitre, et qui va parler du 4e anniversaire de cette organisation. Et puis Madame Boucaud, adjointe à la mairie de Pointe-à-Pitre, bonjour. Bonjour. Puisqu'il y a une marche de solidarité qui se fait pour ce jeune qui a été assassiné il y a de cela plus d'une semaine. Caroline Alix, notre chroniqueuse, sera là pour parler de la médiation au procès. De nouvelles raisons sur 10 de préférer la médiation au procès, on en parlera. Ensuite, on va recevoir Pierre Chadouille, qui est un artiste, un professeur d'art aussi, il va parler d'une exposition qui se fait. Et on va terminer avec Madame Evrilus et aussi avec Natacha Mélon, chef d'entreprise et directrice de l'association Sage. Et on va parler un petit peu de la jeunesse en Guadeloupe. Voilà un peu ce qui fait la lune de nos invités. Mais l'actualité, c'est Emmanuel, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Au niveau de l'actualité, nous parlerons des mesures prises par les maires pour lutter contre les nuisances publiques, notamment l'interdiction de la vente d'alcool après 20h. Il sera aussi question de la récente conférence sur le port maritime de la Guadeloupe qui révèle une baisse significative du trafic. Il sera aussi question sur Petit Bourg de l'initiative de sensibilisation à l'activité physique menée au collège et on parlera de l'intégration de la solidarité mutualiste au sein du groupe Mutual France. Voilà pour l'actualité du jour. On commence avec le premier titre. Avec le premier titre, il s'agit des nuisances et les maires qui prennent des mesures concernant la vente d'alcool après 20h face à la recrudescence des nuisances sonores, des abandons de déchets et des troubles liés à la consommation excessive d'alcool. Plusieurs municipalités de la Guadeloupe ont décidé de renforcer leur réglementation concernant la vente et la consommation d'alcool. On voit un sujet d'Olivier Félix qui traite de ce sujet. Nous avons remarqué qu'il y avait, puisque ces commerces de nuit, la loi permet d'être ouverts jusqu'à 22h. Bon, quand on dit 22h, on sait bien que voilà, 22h30, 23h, c'est encore ouvert. Ces commerces de nuit, je ne parle pas de bars, de restaurants, peuvent bien sûr vendre de l'alcool, ils ont l'autorisation. Et on s'est rendu compte que 22h, 23h, jusqu'à minuit, les personnes qui consommaient l'alcool venaient sur le bord de la route, sur les trottoirs, et ça entraînait une véritable gêne en termes de sécurité, mais surtout de bruit, de nuisance. Et le maire que je suis, on est là pour assurer le bien-être de toute notre population. Et sur ces 6 sites que nous avons repérés, avec preuve à l'appui, nous avons pris cet arrêté qui consiste à dire 20h, pile, pas de vente d'alcool, fermeture du commerce et pas de consommation d'alcool sur les 6 sites qui ont été repérés posant problème. Il y a des activités, des commerces, des activités illégales qui ont souvent pignon sur rue. Et ça, on en a parlé avec les maires, avec l'association des maires. On peut prendre des mesures rapides, effectivement, de fermeture d'un certain nombre d'établissements, ce qu'on appelle des ERP, fermeture d'établissements dès lors qu'ils ont une activité dont on sait qu'elle est illégale ou qui ne reprend pas les caractéristiques ou les conditions d'exercice, notamment en termes de sécurité, d'ouverture, d'heures d'ouverture, et pas respectées. Donc moi, on en a échangé avec les élus, prendre nos responsabilités. Les élus, les maires sont plus près effectivement de leur commune, ils savent ce qui s'y passe, etc. Et donc c'est à eux souvent en première ligne de pouvoir prendre ces mesures de fermeture. Et commençons par là, je pense que c'est assez simple à faire. Commençons par là pour s'attaquer effectivement à tout ce travail dissimulé ou illégal qui peut, je le comprends, nuire à l'activité légale, commerciale de gens qui entreprennent en Guadeloupe. On a fait de la pédagogie, on n'a pas juste pris cet arrêté, on l'a fait avec les services de la police qui ont fait de la pédagogie, on a rencontré les commerces en question et on leur a remis en main propre cet arrêté. Ça se passe bien pour l'instant, cet arrêté est respecté, la police nationale et municipale fait son job, passe derrière. Parce que si cet arrêté n'est pas respecté, c'est 750 € d'amende et je l'ai dit, j'espère ne pas en arriver là, c'est la fermeture administrative du commerce. Alors il faut que les gens aussi qui ont ces commerces puissent exister, puissent équilibrer leur commerce. Je leur réponds que vous êtes quand même ouvert de 7h du matin jusqu'à 20h, soit 13h. En 13h, vous avez la possibilité de rentabiliser votre commerce en assurant, pour moi c'est mon rôle, la sécurité et la quiétude de nos administrés. Voilà, et c'est une mesure, j'imagine, qu'à Pointe-à-Pitre aussi va suivre. Je vous pose à tous les deux la question. En tout cas, nous avons déjà pris des arrêtés concernant pour 22h. Et puis, effectivement, si il y a quand même l'association des maires qui
qui en parle. Donc je pense que Pointe-à-Pitre suivra le coup si les autres le font exactement. Oui, puisque nous aussi, nous sommes très concernés par les nuisances sonores. Nous savons comment ça se passe à Pointe-à-Pitre, sous la frontière aussi de l'assainissement qui a été tous ces derniers temps quand même décrié par rapport justement à ces nuisances après 23 heures. Donc je suppose que Pointe-à-Pitre, et j'en suis sûr, prendra les sanctions qu'il faut juste pour éviter, pour en tout cas l'inquiétude des habitants. C'est votre avis, Georges ? C'est le rôle du maire d'assurer la tranquillité et la sécurité sur son territoire. Et il le fait. De toute façon, prendre de telles mesures, ça ne se prend jamais de gaieté de cœur. Mais il faut assurer, effectivement, quand on est maire, on doit assurer donc à ses citoyens, aux administrés, la tranquillité et la sécurité. Donc il faut que chacun le comprenne. Bien sûr, ceux qui vendent sont des acteurs économiques. Ils doivent bien sûr équilibrer leurs comptes. Mais en même temps, ils doivent aussi comprendre que, voilà, il faut que la vie tourne bien et que la ville tourne bien. Et donc, pour ce faire, il faut bien sûr assurer cette tranquillité. Si je peux me permettre, je dirais aussi, je pense qu'il faut prendre en compte aussi, donc, puisque monsieur Attala parle de commerces qui sont ouverts toute la journée, mais il faut savoir qu'à Pointe-à-Pitre, on a beaucoup de commerces qui ouvrent en fin d'après-midi, les petites roulottes, les petites voitures à boquettes, etc. Donc, je pense aussi qu'il faudrait une concertation avec ces personnes, puisque personne ne doit être lésé, puisque la situation économique est déjà très compliquée, et donc il faut trouver le juste milieu avec tout un chacun. Bien sûr. Alors, on va revenir un petit peu sur le président du pape, penser agir pour Pointe-à-Pitre, 4e anniversaire. Qu'est-ce que ça va être, cette 4e anniversaire? Je veux dire, depuis 4 ans, comment le pape, je ne sais pas si on l'appelle, oui, c'est ça, oui, c'est bien comme le pape qu'on appelle, fonctionne en Guadeloupe, et nous sommes à la veille des élections, il faut pas, on n'oublie pas non plus, c'est pas tout à fait au hasard si vous êtes là. Mais écoutez, le pape est, je dirais, une association, un mouvement qui s'inscrit dans le prolongement du RND, qui est un mouvement que j'avais créé au lendemain des municipales de 2008, et qui s'est donc renouvelé, le RND, et s'est transformé en pape après les élections de 2020. Donc il comporte bien sûr des anciens du RND, mais aussi la nouvelle génération, et ça fait d'ailleurs un bon mariage des générations, et aussi des visions, parce que c'est normal que nous puissions actualiser nos visions, échanger, partager, avoir des divergences aussi parfois, et les régler, comme ça se règle dans des partis démocratiques. Alors, le pape se donne pour mission de penser et d'agir pour Pointe-à-Pitre, parce qu'on ne peut pas agir sans avoir pensé au préalable. Et donc on connaît le principe de la dialectique aussi. Donc la pensée précède l'action et ensuite on retourne ensuite. Après l'action, il faut retourner à la pensée. Donc c'est ce que nous sommes appliqués à faire depuis 2020. On agit, on est plus près des gens, dans les quartiers, dans les faubourgs, dans les cours, voilà, et aussi au centre-ville, hein, dans les quartiers un peu plus huppés, pour pouvoir prendre le pouls de la population, chaque fois essayer de rendre les services, c'est-à-dire répondre à des attentes et des besoins qu'ils expriment. Et donc, ça, c'est l'action, mais l'action, bien sûr, c'est pas une action au quotidien comme ça qu'il faut faire au jour le jour. Il faut aussi faire de la prospective et donc réfléchir à ce qu'il faudrait pour que Pointe-à-Pitre retrouve son lustre d'antan, retrouve sa place de ville capitale qu'elle est de fait, mais qui effectivement qu'il faut qu'elle réaffirme davantage. Et donc ça donne lieu à des séminaires, ça a donné lieu à des échanges, à des soupes débats que nous avons menés sur des thèmes différents, divers, et qui trouvent tout le champ naturellement municipal et aussi de l'agglomération, puisque nous sommes une ville dans son agglomération. Donc nous avons aussi des problématiques qui ne peuvent être résolues qu'au niveau de l'agglomération, d'où le fait que le pape a aussi cette vocation de penser en termes d'agglomération pour résoudre les problèmes. Georges Ouidan, vous êtes Pointe-3 et politique aussi à Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce qui manque à Pointe-à-Pitre aujourd'hui? Pour que Pointe-à-Pitre retrouve son lustre d'avant, comme on dit, ville capitale mais pas capitale. Alors, Pointe-à-Pitre, en fait, avec son petit territoire, bien sûr,
ne peut pas concurrencer des villes qui l'entourent et qui font partie de son agglomération pour la plupart, Bemao, Abim, qui aspirent en quelque sorte une bonne partie du tissu économique, en tout cas le tissu économique, les commerces qui nécessitent de grandes surfaces au sol. Donc Pointe-à-Pitre doit se positionner par rapport à des commerces qui ne nécessitent pas de grandes surfaces au sol, mais qui ont quand même la capacité à se développer et à attirer le chaland dans des conditions telles qu'ils peuvent, ces commerces-là, rentabiliser, bien sûr, leur entreprise. Donc, cela se fait, bien sûr, dans différents domaines. Il faut les pister, il faut les lister, il faut que les acteurs économiques puissent bien se positionner, et c'est à nous de leur faire quelques suggestions. Mais ça suppose aussi que Pointe-à-Pitre puisse assurer la sécurité, on en parlait tout à l'heure, la salubrité aussi, la propreté, l'éclairage, bien évidemment, pour sécuriser tout cela et pour faire en sorte que ça se développe dans de bonnes conditions. Alors, il y a naturellement un champ qui nous est dédié par excellence, bien sûr, c'est tout le champ qui couvre la dimension culturelle, patrimoniale, touristique, mais il faut pas le faire simplement. Bien sûr, je dirais, ce sont des activités de pensée, ce sont des activités qui sollicitent l'intelligence, qui sollicitent la créativité, qui sollicitent bien sûr la réflexion, mais ça n'est pas contradictoire avec le développement économique. En tout cas, on veut que ça ne soit pas contradictoire avec le développement économique, c'est-à-dire que ça doit être capable, on est en pleine période d'ailleurs de célébration du patrimoine point 3, puisque nous sommes en journée du patrimoine point 3, et on a redit à l'ouverture que le patrimoine, bien sûr, le patrimoine nous révèle notre existence, il nous renvoie à notre identité, mais il n'est pas incompatible avec le développement et avec le fait justement de booster finalement l'économie. Et donc on a beaucoup travaillé au niveau du pape sur ces notions-là, cette dimension-là. On a multiplié donc les conférences, débats, les échanges dans les quartiers, mais aussi dans des salles plus centrales comme le Rémi Souta ou autre. Et puis donc c'est un temps de bilan. Demain, à l'occasion du 4e anniversaire, on va faire donc le bilan de nos actions, de nos réflexions, et on va se projeter aussi pour l'avenir, et c'est ça la prospective, donc savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses, et parce que nous sommes bien sûr au sein d'une majorité plurielle, mais nous entendons apporter une contribution qui soit de nature à bonifier la ville et à faire en sorte que justement il retrouve son lustre d'antan et sa place incontournable dans la Guadeloupe et dans la Caraïbe. Mais est-ce qu'on peut comprendre que cette réunion du 24 c'est le top départ d'une campagne? Je dirais, ce serait vraiment faire un raccourci. Non, ce serait faire un raccourci. Non, un parti, un mouvement a vocation à se réunir à des échéances données, à faire le point, à fonctionner de manière démocratique, c'est-à-dire c'est un moment où on fait le bilan et les perspectives, mais aussi on renouvelle les instances, et donc c'est normal que nous puissions nous réunir à ce moment-là. Nous nous sommes créés d'ailleurs en janvier 2020, nous avons donc vocation à nous réunir chaque année à tenir notre assemblée générale, donc il se trouve que celle-ci se trouve juste un an avant le renouvellement municipal. Mais c'est un hasard qu'il ne faut pas interpréter, en tout cas, de manière politicienne. Ne l'interprète pas de façon politicienne. On verra, donc, de toute façon, il y aura le 24. Alors, comment ça s'annonce le 24, cette Assemblée générale? En dehors des vœux, qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, il y aura donc bien sûr le rapport moral que je vais présenter en tant que président. Il y aura le rapport du secrétaire général de l'association de mouvement, qui est M. Jimmy Louis. Ensuite, il y aura aussi un rapport d'activité qui sera présenté par le secrétaire général adjoint, Henri Bistoquet. Et puis, il y aura un temps, bien sûr, d'échange, de partage. Et puis aussi, ensuite, à la fin, un temps festif. Un petit culturel quand même. Oui, tout cela sera ponctué, bien sûr, par bien sûr des accents peu poétiques. Nous aurons effectivement des déclamations de poèmes, nous aurons temps musical également. Donc, vous voyez, on ne peut pas penser le pape sans penser culture, forcément. Donc, comme c'est le pape, mais il n'y aura pas de lumière blanche. Il n'y aura pas de lumière blanche. Voilà. Alors, en tout cas, on n'a pas prévu de lumière blanche. Donc, voilà.
Ok, Madame Boucaud, merci d'être avec nous. Alors, je sais que vous êtes là. Le problème, alors, j'avais reçu il y a quelque temps, je crois quelqu'un même de la mairie qui disait que Pointe-à-Pitre c'était la ville où il y avait le plus de carnaval, puisque le carnaval de la Guadeloupe est le plus long du monde aujourd'hui tous les week-ends. Mais en même temps, ça entraîne aussi quelques déviances, quelques violences. Comment j'ai pas envie de dire comment régler ça, parce qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque carnavalier. Tout à fait, tout à fait. Mais par contre, il faudrait que chacun prenne conscience que c'est un moment de partage, c'est un moment de joie, et que le carnaval, c'est amusement. Le carnaval, c'est pas de la violence, c'est pas de massacre. Voilà. Il faut que chacun, et que aussi les groupes, je pense, ont compris. D'ailleurs, dimanche, ils ont joué le jeu, ils ont mis le brassard noir, ils se sont arrêtés face aux banderoles que nous avons installées dans la ville. Donc aussi, au président des groupes de carnaval aussi de faire comment dire, d'expliquer le rôle du carnavalier dans le groupe, mais c'est vrai qu'on ne pourra jamais mettre un policier derrière chacun. C'est vraiment une conscience collective qui doit être prise, et on espère en tout cas qu'après ce qui vient de se passer dimanche dernier, dimanche il y a un peu plus de 10 jours, qu'on n'en aura pas d'autres, parce que nos jeunes meurent dans des conditions quand même dramatiques. Ce sont des meurtres, moi je dirais, gratuits. Mais en plus, je suppose que quand la justice fera son travail et on demandera à ces personnes pourquoi vous avez fait ça, je pense qu'ils n'ont même pas une réponse, en fait. Voilà, donc c'est ce qui est plus grave. Et trop de familles, en plus, en souffrance. Une maman aujourd'hui qui enterre son enfant aujourd'hui. J'ai une très grande pensée pour cette dame que j'ai découvert, que j'ai rencontrée, qui est très courageuse, et qui, pour la mémoire de son enfant, a déjà des projets, mais surtout, ce qui est intéressant, elle appelle à la paix. Elle demande à ce que la justice soit faite, mais elle demande surtout aux jeunes d'arrêter ce genre de carnage, puisque quand même un pays qui perd ses enfants dans des conditions si dramatiques, et c'est tout le temps, parce qu'on est en janvier 2025, on commence l'année, donc il faudrait que vraiment qu'on puisse taper dessus en se disant il faut que ça s'arrête, il faut trouver une solution, il faut peut-être alors parler avec la jeunesse. Souvent je dis, on leur parle, ils entendent d'une oreille ou ils ne comprennent pas, ou en tout cas ils réagissent pas. Ceux qui veulent bien écouter, mais il faut trouver en tout cas tout le monde ensemble, mais je dis tout le monde ensemble, une façon d'expliquer, de comprendre et d'agir ensemble. Alors ce sera samedi, c'est ça? Ce sera samedi matin. Nous avons rendez-vous, alors à Pointe-à-Pitre, nous avons rendez-vous sur le boulevard Gertier-Archimède qui se trouve au rond-point de Peugeot. Il faut savoir que j'ai été contactée par la maman, Madame Brigitte Weekend, qui souhaitait vraiment cette marche blanche avec l'association Force et Courage, dont la présidente est Madame Sophie Wendy, oui. Et cette dame, quand elle m'a parlé, quand elle parle de son fils, du courage, j'ai vraiment voulu l'accompagner. Donc j'en ai tout de suite parlé à monsieur le maire Harry Durimel, qui m'a donné carte blanche, et avec l'équipe municipale, nous avons tout de suite mis en route pour pouvoir faire en sorte que cette marche se déroule dans de bonnes conditions. Oui. Alors c'est une marche silencieuse ou bien ou pas? Alors, au début, ce sera une marche silencieuse, bien que la maman, alors l'enfant faisait partie d'un groupe de carnaval, Tonchimas, hier soir à la veillée, ils étaient là, ils n'ont pas arrêté de jouer pour leurs camarades. Pour le moment, nous contactons les associations. Le problème, c'est qu'il y aura aussi beaucoup de groupes de carnaval qui seront à Marie-Galante samedi. Donc, nous avons voulu que quelques-uns répondent. Nous n'avons pas encore la validation de tout le monde. Mais vraiment, au début, nous voulons qu'elle soit silencieuse. Et après avoir déposé la gerbe donc, à la rue Frébeau, au 59 rue de la rue Frébeau, nous allons continuer peut-être avec le carnaval. Mais en tout cas, la maman désire aussi que la musique du carnaval accompagne la marche de son fils. Son inhumation aura lieu quand? A eu lieu aujourd'hui à Saint-Louis de Marie-Galante. Ah, c'est à Marie-Galante. Voilà. Donc le corps est parti ce matin vers Saint-Louis de Marie-Galante. Ça veut dire que désormais, il va falloir qu'on fasse de plus en plus attention à ces problèmes de violence. Est-ce que, bon, c'est vrai que les groupes ont eu le brassard noir, mais est-ce que ça suffit? Ça ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais. Moi, je dis que on a une jeunesse peut-être qui se recherche en fait. Il y a une jeunesse, la violence a été banalisée, peut-être par les réseaux sociaux, peut-être par la télé, peut-être par diverses choses, mais il faut savoir que cette jeunesse aussi perd un petit peu de ses repères
Et voilà, courir après un jeune à 20 ou à 30 ou à 50 avec un couteau, apparemment, ça ne gêne personne. Et c'est là que ça devient inquiétude, parce que nous, les adultes, nous devions être comme, je dirais, en temps longtemps, veiller, reprendre. Mais ça ne se fait plus, parce que c'est vrai que celui qui va reprendre ne sait pas ce qui va lui arriver après. Donc, je pense que c'est vraiment tout un chacun, mais chaque habitant, ce n'est pas l'affaire des politiques, ce n'est pas l'affaire des lois non plus. Les lois sont là pour être appliquées, mais c'est l'affaire de chaque Guadeloupéen, de chaque habitant, tout simplement. C'est une prise de conscience citoyenne. Citoyenne et collective. Je ne vous ai pas posé la question, mais Georges Bouidon, vous avez un sentiment sur cette question, sur ce meurtre d'il y a 2 semaines, et puis les conséquences? De toute façon, comme l'a dit Cécile Boucaud, le carnaval est un moment fort, un moment festif, un moment qui fait partie de notre identité culturelle. Donc, bien évidemment, nous l'encourageons, nous le chérissons, le carnaval. Mais un carnaval qui se termine en drame, bien évidemment, ça ne peut que nous déchirer le cœur, nous fendre le cœur. Et donc on ne peut pas, bien sûr, rester indifférent face à ce genre de drame, quel qu'il soit d'ailleurs, se déroulant pendant le carnaval ou hors carnaval. Bien sûr, ce sont des drames absolument terribles et qu'on ne peut que dénoncer, qu'on ne peut que déplorer et puis mettre en place tous les moyens qu'il faut pour essayer d'éviter justement ce genre de situation. Bien sûr, alerter les pouvoirs publics, bien comme on le fait, c'est bien, oui, faire des marches blanches, mais aussi faire de la pédagogie, faire de l'éducation, faire de l'éducation à la citoyenneté, et puis, tous les dispositifs de prévention qu'il faut aussi agiter, il faut déployer, et c'est ça qui, de notre point de vue, pourrait faire reculer ce genre de phénomène, ce genre d'excès, ce genre d'outrance qui finalement ternissent un beau spectacle et font en sorte que justement le positif se tourne parfois en négatif et donc on a tendance parfois justement à mélanger tout et à considérer que un événement festif comme le carnaval est immanquablement synonyme de violence, alors que il n'y a pas de fatalité du tout. Il pour peu que chacun effectivement puisse prendre conscience tant individuellement que collectivement. Bien, je rappelle donc vendredi, à partir de quelle heure? À partir de 18h30, nous avons cette assemblée générale, 18h30, qui est, comme je dis, un temps de réflexion, mais aussi un temps de fête, un temps festif, puisque c'est le 4e anniversaire du pape. Je dis d'ailleurs tout à l'heure, janvier 2020, c'est de janvier 2021 que nous sommes constitués, je rectifie de ce point de vue-là. Et Madame Boucaud est d'ailleurs membre dirigeante du pape, oui, tout à fait, et elle devait du reste rapporter sur un point que nous avons différé pour une autre manifestation pour que celle-ci ne soit pas trop chargée. Et un point très important qui va être différé, je parle de l'urgence sociale. Je suis présidente de l'association SMS Solidarité Maman Solo et on en parle beaucoup. On a vu les statistiques il n'y a pas longtemps. C'est selon moi une urgence sociale pour ces familles et tout cela ne fait qu'un bloc finalement. Et accompagner ces mamans. Et je demande aussi souvent, quand je leur parle, à reprendre le pouvoir. Reprenons le pouvoir, nous ces femmes, qu'on soit famille monoparentale ou pas, nous devions reprendre le pouvoir sur nos enfants. Nous devrions aussi contrôler les faits de nos enfants. Ton enfant, il rentre à 3h du matin. Pourquoi? T'étais où? Il faut pouvoir vraiment faire ce contrôle et donc je devais comme le dit M. Bouidon, mais qui sera reporté, vraiment parler de cette urgence sociale pour ces familles monoparentales. Donc rendez-vous samedi, c'est à partir de quelle heure? À partir de 8h au rond-point Peugeot, mais je dis bien que la maman a souhaité quand même que la marche parte du côté d'en bas de chez elle, c'est-à-dire au niveau de sa résidence à Grand Camp. Oui. Et donc nous allons et ils vont nous rejoindre donc au niveau du rond-point Peugeot pour aller vers la place de la Victoire, dépôt de gerbes à la rue Frébeau. Nous allons avoir après un moment où le sous-préfet sera là et divers invités. Et puis on mettra aussi en place plusieurs associations. Ils viendront
déjà parlé, hein, de ces faits de violence, mais aussi les associations d'aide aux victimes seront là aussi pour pouvoir donner des renseignements et continuer à accompagner ces familles dans leur douleur. Bien. Ben, écoutez, je vous remercie, Monsieur Bouidan. Bon 4e anniversaire du pape sans lumière, sans fumée blanche. Sans lumière blanche. Et je demande vraiment. Il n'y a pas de succession organisée. Voilà. Et moi, je demande vraiment, au-delà de Pointe-à-Pitre Abîme, je demande aux Guadeloupéens d'être présents parce que c'est vraiment un problème qui nous touche. Exactement. Donc, soyons présents, montrons notre solidarité à cette famille, à cette maman et montrons aussi à notre jeunesse qu'ils ont de l'importance pour nous et que nous avons envie qu'ils ne continuent pas dans ce chemin qu'ils sont en train de tracer. C'est néfaste pour tout le monde. Merci. Voilà, il est 2h58, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Pierre Chadoui et Caroline Alix. À tout à l'heure. Merci. Et le professeur d'art, sociologue Pierre Chadoui aussi est là. Bonjour. Bonjour. Avec lui, on va parler de transmission tout à l'heure, mais avant, on revient à l'actualité avec Iman. Oui, on va parler de la conférence sur le port maritime qui a parlé de son bilan, des chiffres qui sont en baisse, diminution de l'activité portuaire avec un trafic total en baisse de 3% à peu près par rapport à 2023. Olivier Félix nous parle de cette conférence et on voit comment les défis sont réalisés et ce qui est envisagé comme mesure pour inverser cette tendance. Je pense qu'on a aujourd'hui la fin des grands chantiers structurants sur la Guadeloupe, la fin des travaux importants sur le CHU, même s'il y a encore des flux qui sont liés à ce type d'activité. On a également une consommation domestique qui est en retrait. Donc nous constatons effectivement des trafics 2024 qui sont moins forts que ceux que nous avions en 2023. Je dirais que ce qu'on constate, c'est qu'il y a une consommation qui est en retrait. Est-ce que ça constitue une crise? Ce n'est pas une conclusion que le port peut tirer. Alors sur le début d'année 2025, nous la poursuivons comme elle a fini au cours de l'année 2024. Il n'y a pas aujourd'hui de signe qui montre qu'on est sur une activité qui se redresse. Alors de toute façon, on est confronté à une évolution du transport maritime extrêmement importante. La taille des navires augmente et c'est un phénomène mondial qui est également présent pour la Guadeloupe. Donc c'est une nécessité pour nous d'adapter nos infrastructures. Ensuite, il y a effectivement la problématique du trafic qui doit suivre dans cette partie-là. Aujourd'hui, il y a des engagements des compagnies maritimes pour fréquenter notre port et augmenter le volume de transbordement qui est aujourd'hui à son niveau plancher. Nous avons réalisé en 2024 58 millions d'euros d'investissement, ce qui est un élément extrêmement important, c'est quasiment x4 par rapport à l'année 2023. Nous poursuivons sur cette dynamique-là avec l'achèvement des travaux, de la première phase de travaux sur le terminal de Jarry, qui va également représenter un niveau d'investissement extrêmement fort en 2025, à peu près similaire, à peu près 50 ou 60 millions d'euros. Donc nous sommes sur une dynamique d'investissement extrêmement importante pour requalifier nos infrastructures et nos équipements. Alors ça permet d'accueillir des navires qui sont de plus grande dimension, avec un tirant d'eau plus important. Donc nous devons permettre les flux maritimes dans de bonnes conditions, et également pour travailler des navires qui sont plus larges et plus hauts. Donc c'est une obligation aujourd'hui dans le monde du conteneur moderne. Nous avons également la même problématique pour des navires qui vont amener par exemple du blé ou etc., qui augmentent également en taille. On doit adapter en permanence nos infrastructures. Ça signifie que le commerce et même d'une manière générale, le business va perdre un petit peu de son poids en Guadeloupe, puisque si les importations et les exportations diminuent sous le port, ça veut dire que ni moins c'est bien qu'à rentrer, mais c'est aussi moins que le commerce. Et ça, il va falloir qu'on en parle. On revient à nos invités, M. Chadoui, professeur d'art, mais aussi homme de réflexion sur la Guadeloupe, homme politique aussi. Nous sommes maintenant des élections. Il n'y a pas d'élection dans lui pour Chadoui cette année prochaine. Peut-être. Non, peut-être. Peut-être. Sans réponse. Sans réponse très claire. Peut-être. Sinon, il y a une exposition jusqu'au 31, transmission, ça s'appelle Oui, transmission médiathèque de Lamentin. Donc c'est l'exposition de mes œuvres et aussi la deuxième édition
d'une exposition devenue un peu traditionnelle maintenant avec mes stagiaires adultes. Donc une année de travail consacré et puis une sélection des meilleurs travaux et puis une mise en perspective peut-être aussi pour ces jeunes artistes, on peut dire maintenant, là, les plus anciens ont déjà 5 ans de pratique de l'espace Chadru, donc ils commencent déjà à avoir un petit peu de professionnalisme et peut-être des projets. Comment la fait justement en tant que professeur et aussi jeune? Est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un relève qui est en train d'émerger? Alors, ben oui, ça fait une quarantaine d'années que je travaille avec des jeunes, donc il y en a certains qui sont déjà dans le marché, qui ont déjà une carrière d'artiste ou d'enseignant ou de chercheur. Et là, il s'agit de personnes adultes en fait. C'est les plus âgés en fait. C'est des personnes qui viennent pour se divertir, pour apprendre et puis pour se challenger aussi dans leurs années où ils ont du temps. Donc ils ont aussi la disponibilité intellectuelle, de leur sensibilité aussi pour pouvoir créer. Bon, c'est vraiment une expérience intéressante. Et donc ces gens-là ont le temps en fait. Ils peuvent aller au-delà même de ce que je propose puisqu'ils ont le temps d'aller chercher dans des connaissances, dans des sites internet, des ouvrages de référence, des catalogues d'art, etc. Et donc ils vont un peu plus loin dans la recherche et dans la connaissance. Alors, on me dit souvent que le problème pour les artistes ici, c'est qu'il n'y a pas de lieu d'exposition, suffisamment de lieux d'exposition. La question, enfin, disons le constat est un petit peu différent. Il y a 2-3 lieux d'exposition. On va dire qui prétendent être des lieux d'exposition, qui auraient pu être des très bons lieux d'exposition, mais qui sont hyper mal exploités. Ça c'est le constat. Memorial Act, etc. À l'époque, à la scène nationale, il y avait une série d'expositions qui se faisaient. Bon, maintenant c'est beaucoup beaucoup moins fréquent. Sinon, non, il n'y a pas de. Il y a encore les traditionnelles mairies, centres culturels, voilà. Mais voilà, c'est toujours le même problème. Je redis mon constat sur les 30 dernières années. La scène artistique a baissé vraiment drastiquement en termes de qualité, en termes d'impact, mais à tout niveau. À tout niveau, puisque le Centre des Arts, on connaît l'histoire, le Memorial Act avec une salle d'exposition temporaire qui n'est pas adaptée, qui ne fonctionne pas, où plus rien n'est programmé depuis quelques années. Donc on en est là. Une nouvelle directrice, peut-être que ça va changer. Ben peut-être, mais bon là, on verra. Oui. Mais à chaque année, on dit on verra et puis on voit pas. Donc j'aurais aimé qu'on voit des choses concrètes. Il est vrai que bon, les artistes, les professionnels peuvent tirer les constats professionnels de ce qu'il y a à faire clairement, mais ils sont pas forcément entendus par les décideurs ni par les financeurs. Donc on se retrouve toujours au même point, quoi. Il faudrait qu'il y ait, à mon sens, je sais pas, une vague de... et politique, c'est ça? Il faudrait une politique culturelle dans ce domaine-là aussi. Il faudrait une vraie perspective en matière d'une vraie vision globale sur le développement culturel, mais ça fait 40 ans que je dis ça. Pas qu'on parle des moyens. Non, mais là, alors c'est peut-être qu'on se trompe de cible. Peut-être qu'il faut pas chercher vers ces acteurs-là pour développer les choses. Ailleurs, c'est toujours le privé qui a impulsé. Alors, bon, voilà. Bon, maintenant, le privé n'a pas les moyens d'impulser. Donc, bon, espérons que Je regarde les tableaux un petit peu qui sont faits. Alors, ce sont des tableaux uniquement des élèves. Oui, alors j'expose avec eux. J'expose traditionnellement. Qu'est-ce qui élève là? Bon, moi, mon travail est très reconnaissable. Je crois que là, voilà, tout ce qui n'est pas de l'ordre de cette fameuse forme matricielle que j'utilise, on voit bien que donc c'est pas mon travail. Comment s'appelle ce tableau qu'on voit là? Je sais plus, c'est des travaux de stagiaires. Il n'a pas de nom? Cela doit s'appeler Union, je crois. En fait, c'est un travail sur végétal humain. En fait, le sujet que j'ai donné, c'est végétal humain. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de mettre en osmose le côté animal et le côté humain avec tout ce qui est anthropomorphique. Enfin, une réflexion sur les formes anthropomorphiques, quoi, en fait.
Et on va voir notre tableau, j'ai vu tout à l'heure celui-là. Oui, celui-là, c'est Prisme. Donc, c'est aussi une réflexion que j'ai proposée à une de mes stagiaires de travailler dessus. Elle avait déjà fait tout un travail de couleur. Elle avait fait un travail sur les formes géométriques. Et j'ai voulu qu'elle fasse un travail de lumière et de mise en mouvement, de mise en volume, en fait, hein, de tout ce travail sur la science de la couleur, quoi. C'est les multiples nuances, les chauds, les froids, l'harmonie colorée, etc. Donc, Je vois quand même que d'une manière générale, ces tableaux sont très 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 colorés. C'est un choix, je veux dire, de l'artiste, des artistes. En fait, mon positionnement pédagogique est assez simple, hein. C'est très compliqué dans le sens où c'est un défi que je me lance. J'aurais pu faire un travail purement technique où tout le monde aurait fait la même chose, mais j'ai pris le contre-pied de ça en me disant que ces personnes-là sont des grandes personnes qui ont un vécu, qui ont une réflexion sur la vie et qui ont des projets, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de mettre en place ces projets, de les mener à bien techniquement et plastiquement. Donc moi, je viens, en fait, j'aime bien dire ça, je chausse les chaussures de chaque personne. Et donc j'essaie de comprendre la sensibilité de chaque personne et de leur donner des solutions plastiques, techniques, esthétiques. Ça c'est moi. Ouais, qu'est-ce que c'est exactement? Alors ça c'est une installation. Oui, ça s'appelle Bail Charbon. Donc c'est Bail Charbon. Donc c'est du charbon de bois, de la mousse de matelas et du bois de cannelle. Ouais. Donc voilà. Donc ça questionne encore quelque chose qui est de l'ordre du traditionnel par rapport au fouillé d'Ifé et par rapport à cette question aussi de qu'est-ce qu'on fait de nos richesses naturelles, quoi. Et alors là, c'est un portrait. Là, c'est Camille ici qui a réalisé ce portrait. Donc, elle est souvent dans quelque chose qui est de l'ordre de. On va convoquer la mémoire des ancêtres. On va essayer de dialoguer avec le passé, mais avec un passé africain, un passé ancestral, vraiment un passé multiséculaire souvent. Et c'est la transmission des âmes, la transmission des vécus, des expériences. Bon, on est beaucoup maintenant dans cette réflexion sociologique. Une question qui se pose et que je pose en général aux artistes, est-ce qu'on peut vivre de son art en Guadeloupe? Ben, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas mort. Je pense même que j'ai un peu trop de poids. Oui, d'accord. Mais vivre de son art, quand on dit vivre de son art, les gens pensent vivre en vendant des œuvres d'art. Par exemple. Mais l'art, c'est tout un ensemble de choses. Oui. Quand on enseigne l'art, on vit de son art. Quand on conseille les autres, quand on a une agence de promotion, quand on est producteur d'expositions, de manifestations, tout ça, c'est vivre de son art. Hein. Oui. Donc il faut élargir, à mon sens, ce concept-là. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est possible. Absolument, tout à fait. Oui. Non, parce que certains artistes disent que c'est compliqué quelquefois, qu'on fait une expo, de pouvoir vendre uniquement une expo et vendre ses tableaux. Si on reste que sur cet aspect-là, il n'y a pas de marché d'art en Guadeloupe. Hein. Il faut qu'on arrête de se mentir, il n'y a pas de marché d'art en Guadeloupe. Il n'y a pas de commande publique. Il y a de la commande publique, c'est pas parce qu'il y a de la commande publique qu'il y a un marché de l'art. Ouais. Il y a un marché du bâtiment, n'est-ce pas? Oui, c'est pas la même chose. Voilà. Oui. Donc transmission à la bibliothèque, à la médiathèque jusqu'au 31. Oui, et il y a une autre expo qui se termine le 25 à la fin du mois. Oui. C'est à la Creolitan Galerie à Bémao. Oui. Cette galerie qui est tenue par Jean-Marc Hunt et dont je fais partie. Enfin, il y a 6 exposants. Là, j'en ai 6 ou 7, oui. Mais c'est un ensemble d'artistes. Hein. Il y a Thierry Allais, il y a Jean-Marc Hunt, il y a Féléline Lucol, il y a Jérôme Saint-Luce, puis il y a moi-même. Je crois qu'il y a un ou deux encore. Bien, je ne vais pas reposer de questions politiques, on reviendra vers vous dans un instant. Je me tourne vers notre chroniqueuse et on démarre son générique avant de parler des nouvelles bonnes raisons pour préférer la médiation au procès. C'est parti. La question de la médiation par rapport au procès, il y a deux nouvelles bonnes raisons. Bonjour. Bonjour Danick, oui, il y a 2 nouvelles bonnes raisons aujourd'hui que je voulais aborder, mais je voulais aussi faire un petit rappel des 2 précédentes. Oui, allez-y, vas-y. J'y vais. Alors, la dernière émission, on avait abordé la question... Enfin, le principe selon lequel le juge est saisi in rem. Ça veut dire quoi? Ah oui, in rem. Qu'est-ce que c'est in rem? Voilà. Je sais, c'est du latin, oui. Voilà. In rem, ça veut dire qu'il est saisi de la chose. De la chose. Il est enfermé dans le texte qu'on utilise. Oui. Et pour parfois ne pas juger et déclarer les demandes irrecevables, il va qualifier les choses de telle sorte que ça ne va plus rentrer dans le texte qu'on a choisi. Donc on est obligé de dresser un catalogue de textes pour être sûr que le juge ne va pas rentrer dans le seul qui va manquer pour déclarer la demande irrecevable. D'accord.
Voilà. Et tu avais abordé l'histoire d'un père qui n'avait pas pu avoir la garde de son enfant aussi. Oui, voilà. Alors, un petit exemple concret, parce que ça, c'est très théorique. Concrètement, j'avais eu affaire à un dossier dans lequel le papa devait démontrer que ça faisait plus de 6 mois qu'il mettait en place une garde alternée avec la maman, pour pouvoir faire valider cette garde alternée par le juge. Le juge a dit non, c'est pas une garde alternée. Ah bon ? Oui, parce qu'au jour de l'audience, on était au mois d'octobre, il a sorti toute la période des vacances scolaires en disant « Mais les vacances scolaires, c'est pas pareil !» Il y a la période scolaire, garde alternée, d'accord, mais période de vacances scolaires, ça rentre pas dans les compteurs, on la sort et on va garder que la période de vacances scolaires, de la période scolaire. Et donc, il y avait que 3 semaines et 1 mois. Et si j'avais renvoyé cette audience en stratégie, si je m'étais imaginé qu'il allait réagir comme ça, j'aurais renvoyé l'audience à plus tard. Du coup, on aurait validé plus de périodes sur du temps scolaire et pas sur des périodes de vacances. Voilà un petit peu les aberrations dans lesquelles on peut tomber par accident si on saisit les juges. Alors, c'est ce qu'on appelle, pour revenir à la question, c'est l'art du bon moment. Exactement, c'est stratégique tout ça. Il faut aller ni trop vite, ni trop lentement. Et faut tirer les coups, et c'est du cas par cas, c'est que de l'impro. Donc, faut être bien sûr de soi. Oui, c'est tout à fait là. Donc, c'est quoi ce 5e commandement? Alors, Ou 6e, même pas 5e, 6e. Ouais, là on est rendu au 6e parce qu'on avait rappelé les 2 premières émissions. J'avais rajouté 2 la dernière émission que je viens de vous rappeler là. Oui. Et le nouveau concept que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que eh bien, l'adversaire, ce ne sera pas un enfant de cœur dans votre procédure. C'est que l'adversaire, lui, ce qu'il veut, c'est attaquer votre image, faire en sorte de prendre ses avantages, et il est prêt à tout. Et il est tellement prêt à tout que s'il met un faux dans le dossier, eh bien, on est mal. Oui. Comment on va faire pour corriger ça ? Compliqué. La question, oui. La question. J'ai un petit exemple. Là, je sors... C'est l'histoire de Christophe, dans le bouquin, oui. Alors, ouais, c'est une histoire terrible. C'est la pire histoire du livre. La pire histoire du livre. Christophe, il avait un garçon et une fille, et la maman n'a jamais supporté qu'ils partent de la maison. Et donc, très vite, elle a réussi à le couper du fils, parce qu'il y avait des rivalités d'hommes et qu'en termes d'autorité, ça ne marchait pas. Mais elle a en plus voulu couper toute relation avec la petite fille. Elle avait 8 ans. Et donc, elle emmène la petite fille chez la psychologue qu'elle connaît bien. Elle reste pendant le rendez-vous. Elle fait dire à la petite fille qu'elle ne dort pas, elle ne mange plus, elle a peur de son papa et que son papa lui fait plein de misère. Avec le rapport de la psychologue, elle va chez le généraliste, elle fait le certificat médical qui constate la fameuse ITT qui crée les conditions d'une infraction pénale. Avec son ITT, elle va chez les gendarmes et elle porte plainte pour violence morale contre le papa pour empêcher les droits de visite sur l'enfant. Voilà. Alors, on a évité le tribunal correctionnel de justesse parce qu'il est arrivé chez les gendarmes avec un dossier photo de toutes les vacances merveilleuses qu'il offrait à sa fille, qui était déguisée en princesse à peu près sur toutes les photos. Donc, il y avait les vacances au ski, les vacances en Corse, les vacances en Espagne. Bon, pour un papa qui maltraitait son enfant, c'était pas très crédible, même si ça peut arriver et il faut être prudent quand même. Mais enfin là, vraiment, on y croyait peu. Et du coup, le gars, il a pris peur. Hein. Il a dit, moi, vous savez quoi, j'en veux pas, quoi. Donc, le juge a dû ordonner des visites en lieu neutre pour qu'il puisse quand même l'avoir un petit peu dans des espaces soi-disant sécurisés. Mais le gars, il dit, moi, je veux même plus la voir, c'est pas possible. Et en fait, elle a gagné son coup juste parce que il risquait d'avoir une peine de prison avec sursis. Donc, c'est quand même l'histoire la plus terrible du livre. Oui. Alors, c'est ça, donc cette petite fille n'a plus de papa. Oui. Voilà. C'est la mort symbolique du père pratiquement. J'avais intitulé ça la mort symbolique du père. Ce qui pour moi est vraiment la chose la plus difficile à vivre dans ma pratique professionnelle. Quand on est exposé à des choses comme ça, je trouve que c'est vraiment les enfants qu'on fait souffrir et c'est dommage. Et le système est malheureusement fait de telle sorte que quand on en profite, c'est difficile d'en sortir. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour l'homme alors après? Mais il n'a plus vu ça dans sa fille, c'est déterminé. La maman a gagné son coup. Hein. Ouais, c'est dommage, mais bon, il n'y a pas que des belles histoires dans ce livre. Oui, je vois. 7e commandement, c'était quoi? Le 7e, ce sera celui qu'on verra la prochaine fois, c'est-à-dire que la vision un peu émotionnelle de l'histoire, le juge, ça ne l'intéresse pas du tout.
Donc tout ce qui est sentiment d'injustice, les bonnes raisons de vivre de l'injustice, c'est pas le problème du juge. Le juge, lui, est là pour appliquer un texte et pas pour régler des problèmes de colère ou d'injustice ou de vengeance personnelle. Et donc quand on extrait toute la dimension émotionnelle du cas de figure qu'on propose au juge, et quand il reste que le juridique, c'est hyper frustrant pour les gens. Ils sont pas toujours là pour entendre parler des conditions d'application du dol ou de garantie des vices cachés, quoi. Ils sont là aussi pour avoir de la reconnaissance pour l'injustice qu'ils sont en train de vivre. Et c'est pas le problème du juge, en fait. Oui. Donc il y a un gros décalage. On va parler de ça la prochaine fois. Oui, j'espère. Alors donc il y a 10 commandements en fait. On est au 7e là. Ouais, on est au 7e. On le reste 3. Non, mais il y avait encore un. C'est-à-dire que l'autre n'est pas un enfant de cœur, il peut mettre des fous dans le dossier, mais nous non plus, on n'est pas des enfants de cœur quand on est en demande ou en défense. C'est-à-dire que pour avoir gain de cause, va falloir briser l'image de l'autre, faire en sorte on lui reproche des tas de fautes, de dire que c'est quelqu'un qui est pas bien, pour augmenter les dommages et intérêts, dire qu'on a beaucoup souffert. Donc tout est exacerbé de manière un petit peu artificielle, même si y a souvent et toujours un petit peu de vrai. Ça veut dire on en fait un peu des kilos pour avoir le maximum. Voilà, donc on ne va pas montrer de soi un visage très valorisant. Oui, une dernière chose, ça veut dire, Caroline, qu'on n'est jamais sûr de gagner son procès finalement. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux Guadeloupéens. Enfin, moi, je sais que c'est difficile d'être sûr de gagner. Parfois, oui, et encore, il peut toujours se passer quelque chose. Quand on voit tous les angles morts qu'on ne peut pas contrôler dans une procédure et comment ça marche vraiment sur le terrain, on se rend bien compte qu'il y a peut-être d'autres idées à explorer, notamment la médiation. On se retrouve la prochaine fois. Rappelle quand même les coordonnées de AMAC. Alors, AMAC, c'est le téléphone 06 90 98 60 60 01. Il y a toujours quelqu'un qui traite les appels. Et par mail, c'est amacmédiation@gmail.com. Bien, je reviens rapidement vers notre professeur d'art qui est aussi un politique, poser la question quand même aujourd'hui. Monsieur Chadru, comment vous voyez un petit peu la situation de notre pays aujourd'hui avec un gouvernement qui est sur un pied, on ne sait jamais si demain il finira l'été, l'autre jour c'était Noël, maintenant c'est l'été, alors comment en tant que Guadeloupéen, observateur politique et sociologique, vous voyez un petit peu la situation de votre pays, la Guadeloupe, par rapport à tout ça? Je ne sais pas si on a un gouvernement. Pardon? Je me demande est-ce qu'on a un gouvernement? Oui. La question se pose. Oui, mais oui. Parce que les personnes qui sont là, on se rend compte qu'en fait, qu'il y a une espèce de valse qui est amusante de personnages, un peu de jeux de chaises avec des personnalités qui peuvent être là et là. On se demande où sont les vraies compétences pour pouvoir nommer quelqu'un dans un ministère, puisque la même personne peut changer de ministère. Donc on ne sait pas. On se demande à quel moment ces gens-là se sont formés, à quel moment ils ont pris le pouls du terrain, à quel moment ils se sont rendus compte des vraies difficultés, des vraies demandes de la population. Et on voit bien que c'est un jeu. Pour moi, c'est un théâtre en fait. C'est ce que. Alors cela dit, vous le savez, la semaine dernière, Monsieur Losbar a relancé la commission ad hoc en vue d'un prochain congrès. Et on a vu que Chadru et Losbar, qui étaient un petit peu opposés, sont à peu près sur la même longueur d'onde aujourd'hui pour un changement vers l'Assemblée unique. Oui, mais bon, on essaie comme on peut de glisser vers le calendrier officiel, en faisant croire qu'on porte une position qui peut être original ou non, pas du tout. Il y a un calendrier national, il faut entrer dedans, donc on tergiverse, mais le calendrier est là, ils ne décident pas, ils savent très bien. Maintenant on sait que c'est pas eux qui décident. Alors, juste pour vous embêter, donc ça veut dire qu'on est dans le rêve guadeloupéen. Le cauchemar peut-être. Ah, c'est un cauchemar. Bon, il n'a pas lu le livre. Bien, merci. Rendez-vous donc à la montagne jusqu'au 31. Tout à fait. On parlera politique une autre fois. Oui, d'accord, on parlera politique la prochaine fois. Merci Caroline. Merci Dani. Et on se retrouve dans une quinzaine de jours et on parlera encore de... Il reste trois commandements. Ouais, 3. 3 Ce serait trop simple. Voilà, il est 13h25, dernière pause. On se retrouve tout à l'heure avec Edith Evrilus et Natacha Mélon, qui est chef d'entreprise et directrice de l'association Sage Guadeloupe, sensibiliser et accompagner la jeunesse guadeloupéenne qui en a bien besoin en ce moment. Tout à l'heure.
Natacha Mélon, bonjour. Bonjour. Elle est chef d'entreprise, directrice de l'association Sage Guadeloupe. Et on va terminer avec Edith Ebridus, la chroniqueuse spéciale du ZCE. Rapidement, les dernières infos. Plutôt l'avant-dernière info, puisqu'on a reçu la solidarité mutualiste ici avant-hier. Avant-hier, oui, tout à fait. On va enchaîner avec ce sujet. Donc, la solidarité mutualiste qui intègre le groupe Mutual. Donc, une façon de renforcer leur présence et de permettre une offre de services bien plus développée à nos adhérents. Charlie Dagonia a pu faire un reportage qui traite de cette fusion avec Mutual. Mutual arrive en Guadeloupe depuis le 1er janvier 2025. L'objectif pour Mutual d'avoir fusionné avec la solidarité mutualiste, c'est une présence sur le territoire guadeloupéen, mais c'est avant tout de laisser à nos adhérents présents sur place, qui sont des acteurs du territoire, et à nos salariés, toute la légitimité et l'autonomie pour développer Mutual en Guadeloupe et sur l'ensemble de l'outre-mer, parce que nous sommes également présents à Saint-Pierre-et-Miquelon. Eh bien, ça nous fait plaisir, puisqu'en fait, on a travaillé pendant ces quelques jours avec des gens extrêmement compétents et qui connaissent leur dossier. En fait, nous fusionnons et nous devenons encore plus forts. Alors que nous étions déjà à un certain niveau, nous allons améliorer le service que nous avons à rendre à nos adhérents. Nous, ce qu'on va pouvoir apporter à Mutual, la solidarité mutualiste, donc à notre agence de Pointe-à-Pitre, c'est des moyens financiers, une façon de faire pour permettre de développer, d'être acteur des territoires auprès des collectivités, des associations, pour pouvoir mettre en place des outils de prévention sur le terrain. Mais toutes les décisions seront prises directement ici par notre président de section Daniel Corvis, en lien avec notre responsable régional Christiane Méridan, qui mettront en place les actions du territoire par rapport aux besoins du territoire. Et ce n'est pas en France hexagonale qu'on décidera pour la Guadeloupe, mais c'est bien les Guadeloupéens présents au sein de Mutual qui décideront pour la Guadeloupe. Alors pour les adhérents, c'est déjà la continuité de service, d'accord ? Ce sont des prestations de qualité. D'accord ? Puisqu'il faut savoir que l'engagement de Mutual, la solidarité mutualiste, c'est la proximité, la solidarité, d'accord ? Et la continuité de service. Alors pour nos adhérents, ils auront tout à gagner, sans oublier que le personnel, c'est un personnel compétent, réactif, d'accord ? Formé pour leur donner des réponses. Voilà, je vous l'ai dit, on reçoit Madame Natacha Mélon, elle est chef d'entreprise et directrice de l'association Sage Guadeloupe, sensibiliser, accompagner la jeunesse guadeloupéenne. Je vous ai fait venir parce que j'ai vu une de vos interventions suite au débat, au séminaire qu'avait organisé Loïc Martol. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de vous dire un peu qu'est-ce que vous proposez à la jeunesse, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés en ce moment pour nos jeunes. Et comme vous avez une association qui s'appelle Sage, donc est-ce que vous arrivez à rendre les jeunes plus sages ? Alors, vraiment, pour expliquer... pour vraiment comprendre le début. Alors, l'association Sage Guadeloupe s'est créée l'année dernière. Donc, on travaille beaucoup parce qu'on a des objectifs avec une équipe où on est chacune de notre côté très investis avec les jeunes. Donc, avant l'association, ça fait 9 ans que je fais du bénévolat. C'est-à-dire que je travaille avec Entreprendre au lycée, d'autres associations, 100 000 entrepreneurs, que j'interviens énormément dans les établissements scolaires. Donc, ça fait, avant la création de l'association, ça fait déjà 9 ans que je suis présente pour la jeunesse en Guadeloupe. Comment vous intervenez ? Alors, au début, on m'a contacté par rapport au monde de l'entrepreneuriat, comme je me trouvais assez dynamique. Donc j'ai des associations comme Entreprendre au lycée. Alors si vous ne connaissez pas Entreprendre au lycée, pour vous expliquer, vous connaissez ? Ça a été créé en 2002, c'est pour accompagner les jeunes pour le concours régional des mini-entreprises. Donc j'étais un peu leur mentor, donc je devais les accompagner depuis le business plan et tout, jusqu'à la création de la mini-entreprise avec la région Guadeloupe. Et en fait, ça part de là. Donc je commence à faire des interventions dans les écoles. Les enseignants adorent et ils commencent à me dire, est-ce que tu peux revenir ? Est-ce que tu pourrais, dans un autre cadre ? On a des classes un petit peu plus difficiles. Tu as réussi à éveiller certains élèves qui n'interviennent jamais. Donc, c'est parti de fil en aiguille. Après
d'établissement en établissement, il y a des personnes qui se sont contactées, qui ont commencé à dire est-ce que vous pouvez appeler Nacha Milon, ce serait bien, il y a des séminaires pour les jeunes et tout ça. Et après, on a des associations comme 100 000 entrepreneurs qui m'ont contacté aussi pour des interventions sur le monde de l'entrepreneuriat. Expliquer aux jeunes vraiment qu'ils aient une vision réelle du monde de l'entrepreneur. Voilà. Comment vous sentez les jeunes guadeloupéens ? Alors, comment le sont les jeunes Guadeloupéens ? Alors, les jeunes Guadeloupéens, c'est l'avenir de demain. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Ils sont différents, et heureusement, c'est grâce à leur différence. Et je pense que tous les jeunes ont besoin d'être accompagnés. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser tomber. C'est pour ça que je suis aussi investie avec eux. Je les sens motivés. Après, il y a des contextes familiaux qui font qu'il y a effectivement... il y a certaines problématiques avec les jeunes, on ne peut pas dire que tout est parfait, mais cette sensibilité que j'ai envers eux, depuis aussi que je suis devenue maman, qui a vraiment grandi, fait que j'ai envie de m'investir avec eux, j'aime être avec eux, j'aime leur contact, j'aime échanger avec eux, et peu importe les étudiants, les jeunes, les personnes que je rencontre, avec leurs différences. On a des jeunes qui ont, j'ai envie de vous dire, qui ont déjà la tête sur les épaules, qui savent exactement ce qu'ils veulent faire dans la vie, qui sont dans un cadre familial très équilibré, comme je peux me retrouver dans des classes très difficiles, et je prends autant de plaisir à intervenir dans les classes entre guillemets plus fluide, plus facile que dans des classes EBEP ou des classes Ulysse. EBEP, ce sont des classes des élèves qui en fait, EBEP, ça veut dire à besoin éducatif particulier. Et Ulysse, ce sont des classes où il y a parfois des dysphasies ou des élèves qui ont une certaine trisomie ou autre, un handicap. Donc, les jeunes sont motivés. On sait qu'à l'ère des réseaux sociaux, ils ont besoin en fait d'avoir des personnes qui leur disent et qui remettent parfois la tête sur les épaules parce qu'ils ont grandi avec Instagram, avec Snap. Nous, à notre époque, on était plutôt Facebook. C'était une autre vision de la chose. Et c'est pour ça que j'interviens, puisque je veux vraiment qu'ils comprennent en fait la réalité de la vie, les priorités, et que je ne veux pas qu'ils restent sur un monde superficiel, justement animés par des réseaux sociaux qui parfois sont néfastes pour eux. Parce qu'on dit de plus en plus qu'il y a un vrai déphasage entre nos jeunes, les millénials comme on les appelle, et les adultes d'aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, à cause de l'utilisation de l'intelligence artificielle, à cause. Mais en fait, la réalité, on est quand même en Guadeloupe. Effectivement, alors le monde évolue, il faut accepter quand même que à l'époque on n'avait pas de portable, oui on a commencé à avoir des portables, moi j'ai 43 ans donc j'ai commencé à avoir des portables fin lycée, c'était le début des gros Alcatel. On n'est pas né avec les portables. On n'est pas né avec, voilà. Il faut quand même admettre qu'on évolue, qu'il faut évoluer avec son temps, mais c'est pour ça qu'il faut être 2 fois plus présent, donc l'école, scolairement parlant, mais les parents, puisque l'éducation se fait à la maison, dans un premier lieu. Donc il faut s'adapter. C'est-à-dire que tant que le jeune comprend qu'il y a le monde réel et il y a toutes ces choses qu'on peut voir, qui peuvent sembler magnifiques et jolies à travers les réseaux sociaux, on a le monde de l'influence qui a eu un essor, surtout depuis le confinement. Il y a eu pas mal de choses, c'est pour ça que je me dis ils ont besoin de nous. Et tant qu'ils arrivent à faire la différence entre la réalité et le monde superficiel, on doit pouvoir s'adapter. On ne peut pas revenir en arrière. Ils sont nés avec, ils grandissent avec. C'est pour ça que je suis contente et j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes bénévoles comme moi, je le suis depuis 9 ans, qui ne vont pas les laisser tomber, qui vont, au lieu de les juger, toujours dire la jeunesse ne fait rien, la jeunesse si, la jeunesse ça, ça sert à rien de juger. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut leur parler ? Est-ce qu'ils peuvent nous faire confiance ? Et lorsque je fais les interventions, je suis toujours agréablement surprise de me dire « Waouh, j'ai réussi avec tel élève ». Parce que avant d'arriver avant de faire une intervention dans une salle de classe, je discute beaucoup avec l'enseignant. Et l'enseignant me fait un petit débriefing, il va me dire « Bon, certaines classes, il va me dire là c'est difficile, bon, il y en a qui vont pas intervenir, il y en a qui sont capables de partir, pleine d'interventions, j'ai pas peur. Je dis toujours, moi ça se passe toujours bien avec les enfants. Je n'arrive pas déjà avec un stéréotype très protocolaire, voilà, aujourd'hui mes cheveux sont attachés, demain je suis blonde, avec les cheveux lâchés. Je vais toujours arriver, je vais toujours détendre l'atmosphère. Je ne prépare jamais de discours, je ne prépare jamais d'intervention. Quand j'arrive, je m'adapte en fonction de la réaction des regards et je me dis, je sais comment je vais commencer à leur parler et ça se passe toujours bien. Alors, dernière chose, juste un petit commentaire quand même. Samedi, il y aura une marche symbolique pour ce jeune qui a été assassiné au carnaval. Qu'est-ce
Comment vous sentez ça, vous? Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas au courant, vous m'informez. Non, je n'étais pas au courant. Je sais qu'il y avait ça à veiller. Non, je sais qu'il est décédé, mais pour la marche, je ne savais pas qu'il y avait une marche. Oui, c'est une marche samedi matin. D'accord. Alors... C'est un jeune qui a assassiné un autre jeune. Oui, j'ai bien compris ça. Celui qui a pris 12 coups de couteau. Voilà, c'est ça. Alors, par rapport à la marche, c'est toujours bien de faire des marches. Mais comme je dis, le travail se fait de façon quotidienne. On va faire des marches, on va parler. Sur le coup, les gens sont sensibilisés, mais on a parfois l'impression que malheureusement, ça rentre par là, ça sort par là. On ne pourra pas sauver tout le monde, on ne va pas se mentir. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement vraiment, il faut que ça dure. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'informations qui passent. Il faut qu'il y ait de plus en plus de visibilité sur du positif pour moi. Ce que je reproche par exemple aux nouveaux réseaux sociaux, je suis très Facebook. J'ai ma boutique depuis 13 ans sur Facebook. Instagram. Voilà. Instagram, je suis rentrée sur Instagram parce qu'il, entre guillemets, le fallait pour le business. On m'a dit non, il faut que tu aies un compte Instagram. Mais je suis plutôt Facebook. Pourquoi ? Parce que sur Facebook, on a énormément d'informations. Sur Instagram, on a beaucoup de stars, pour moi ça m'intéresse pas, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de visuels, Dubaï, le monde superficiel justement dans lequel les jeunes, eux, ils sont nés avec, ils évoluent avec. Aujourd'hui je fais des interventions, on me dit j'ai pas Facebook c'est pour les vieux, c'est comme ça qu'ils me répondent. Moi, c'est de la visibilité que je demande. C'est-à-dire que ce que je reproche maintenant aux réseaux sociaux, je reproche aux réseaux sociaux de conduire les jeunes à leur perte, puisqu'on leur montre que des choses qui sont fausses et superficielles. On les entraîne, on les gangrène vers, j'ai envie de dire, vers tout ce qui est superficiel. Et le problème, c'est qu'on accélère maintenant un certain mode de vie qu'ils adoptent et qui n'est pas le bon. Donc on les pousse vers le bas. Alors que moi j'aimerais qu'on ait plus de visibilité sur, je sais pas moi, la jeune bachelière qui a réussi à créer une super invention en Chine, celui qui a eu son bac à 16 ans, le petit génie qui a fait ci. On voit pas ça. On voit pas assez ça. Ok, merci pour votre intervention. Je ne me suis pas trompé sur la personne. Voilà, il est 13h44. Madame Evrilus, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonne année déjà. Merci. Et bonne santé pour vous. À vous de même. Bien. Alors, comment l'année 2024 s'est passée pour vous? Vos formations de ce que vous proposez, puisque il faut dire que vous êtes thérapeute aussi. Très bonne année. Naturopathe. Riche en événements. Riche avec tous les gens différents que j'ai reçus, que j'ai rencontrés. Riche aussi avec mes nombreuses formations, puisque j'en ai fait 2 en 2024, une à Paris et l'autre à Bali en Indonésie. Donc ça me rapproche encore plus vers les Guadeloupéens et pour leur initier qu'il faut absolument être à l'écoute du corps pour pouvoir donner au corps ce dont il mérite. Parce que je dis toujours, nous sommes actuellement dans une pandémie de grippe. Bon, c'est vrai que les gens prennent le problème à l'envers, ou alors, quelquefois, ils prennent le problème en cours de route. Mais un corps, on est maître de notre corps, nous sommes maîtres de nous-mêmes. Donc, on doit absolument savoir ce qu'il faut faire. Il faut faire de la prévention, je dis toujours en ma qualité de naturopathe. Ici, en Guadeloupe, on ne fait pas suffisamment de prévention. C'est-à-dire, maintenant que nous sommes dans une période pandémique de grippe et autres, on devrait, en amont, déjà préparer son corps. Qu'est-ce qu'il me faut ? Je dois avoir quand même une bonne immunité. Je dois avoir une flore intestinale équilibrée. Je dois mieux gérer mon stress, je dois détoxifier le corps, je dois avoir une bonne alimentation, une bonne élimination, une bonne digestion. Donc, il faut maintenant que nous soyons dans une pédagogie thérapeutique tout le temps pour ne pas faire comme fait le voisin. C'est vrai qu'il y a la grippe, il y a la pandémie, donc il faut faire au plus pressé. Mais il faut préparer le corps pour que l'immunité, pour que les défenses puissent être debout pour pouvoir gérer le virus, gérer le problème. Et malheureusement, je le dis toujours, c'est pas ce qu'ils font, les gens font par rapport à l'autre,
par rapport aux voisins, alors que chaque corps est différent, chaque métabolisme est différent. Donc, c'est ce que j'aimerais... Comment on peut se préparer, faire de la prévention? Faire de la prévention, c'est aller chez des thérapeutes. Moi, je dis sans pour cela être médecin. Chacun a son métier. Faire venir dans les ateliers, parce que souvent, je fais des ateliers, et inculquer aux gens ce qu'il faut faire. Par exemple, un truc simple, gérer son hydratation, comment boire de l'eau. Donc, quand il y a des pandémies comme ça, il faut déjà qu'en amont, que le corps soit déjà détoxifié, mais c'est toute une éducation thérapeutique à mettre en place pour que, même si le virus vient sur cette personne lambda, il ne sera pas aussi fort parce qu'on a un corps qui a été préparé, un corps qui a été détoxifié. On a fait quand même ce qu'on devrait faire, nettoyer les émonctoires. Parce qu'un corps encrassé, c'est un corps où les défenses ne peuvent pas réagir. Parce que les défenses, il faut leur donner ce qu'il faut pour qu'ils puissent réagir quand on a un problème. Et donc, le plus souvent, quand la tranche de la population est aussi atteinte, c'est que, les gens, parfois, ils vont prendre, par exemple, de la vitamine C, ils vont prendre des choses sans pour cela nettoyer le corps. Et c'est pour cette raison que je dis tous les jours, nous pas mettez propre si sale. On nettoie le corps avec des plantes médicinales. Par exemple, quand je parle de détoxification, il ne s'agit pas de boire juste une infusion. Il s'agit de faire une cure. Parce qu'en matière naturopathique, tout se fait en cure. Il suffit de faire une cure. Ça peut être avec du romarin, ça peut être avec de la menthe, ça peut être un mixte avec des épices et des plantes médicinales. Ça fonctionne très bien. Donc, il faut quand même écouter, être à l'écoute et se dire, je dois me détoxifier, mais se détoxifier, c'est nettoyer les filtres du corps. On ne peut pas nettoyer le froid si on n'a pas nettoyé les reins, si les intestins ne sont pas nettoyés, si les poumons ne sont pas nettoyés, si la peau n'est pas nettoyée. Donc, voilà. Bien, alors, on a parlé un petit peu de ce qui s'est passé, les formations de 2024, mais on est en 2025. On est en 2025, donc ce qui fait que j'ai fait rentrer de nouveaux soins au cabinet, puisque c'est vrai que j'ai fait une belle formation d'acupression à Paris puis en Indonésie. Donc je fais des mixtes maintenant, l'acupression de la tête et du visage. Alors c'est quoi l'acupression? Alors l'acupression, c'est le fait de faire des points pression sur les points du corps, c'est-à-dire sur les méridiens. Nous avons à peu près une douzaine de méridiens et sur ces méridiens, nous avons des différents points et donc il faut connaître les points, il faut savoir les trouver et faire pression sur ces points-là, c'est un peu redonner l'énergie au corps. Donc, par exemple, sur l'acupression du visage, on peut faire le froid, on peut faire la vésicule biliaire, on peut faire l'estomac, c'est pratiquement, je dirais, l'acupression, c'est un peu comme la réflexologie plantaire. C'est comme si, je fais des points et des reptations sous les pieds pour la réflexologie plantaire, et pour l'acupression du visage, c'est faire des points, savoir trouver là où se situent les viscères ou alors les organes du corps pour pouvoir les nettoyer. Parce que faire des points dessus, c'est nettoyer. C'est vrai qu'après 1 jour, 2 jours, 3 jours, la personne peut avoir des douleurs. Mais le corps, il s'autorégule. Donc, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il y a des douleurs après l'acupression. C'est de bon augure pour le corps, puisqu'après, n'oublions pas que c'est le corps qui guérit le corps. Après l'autorégulation, nous avons l'auto-guérison, puisqu'on aura nettoyé le froid, la rate, tout ce qui garde les encrassements. Alors, juste une petite précision quand même. On est en période de grippe qui se déroule, il y a de la dengue. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Si on a raté la prévention, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, sur mon groupe, puisque j'ai un groupe de 130 clients, je mets toujours un post, ce que j'ai appelé notice, des choses faciles à faire. Ça s'affiche à l'écran. Oui. Par exemple, on peut faire une infusion de cannelle, de thym, de citron, de miel. Oui. Mais il faut boire ces infusions tièdes. Parce que n'oublions pas que la chaleur a son rôle dans le corps. On peut aussi le matin au réveil à jeun boire de l'eau tiède.
puisque le rôle de l'eau tiède dans le corps, c'est de nettoyer le sang et de purifier le corps. On peut aussi faire un grog avec de la menthe fraîche, du gingembre, du miel. On peut aussi faire des bains tièdes, je dis des bains tièdes, avec un peu plus tiède que d'habitude pour pouvoir ouvrir les pores et faire transpirer cette personne. On peut aussi faire des inhalations chaudes et je fais une huile au cabinet que j'ai appelée le soulager, que je ne sais pas si monsieur, si tu as utilisé le soulager. Je vais l'utiliser. Une huile que j'ai appelée le soulager et qui va parfaitement bien à tout le monde pour tous les virus. Donc, au cabinet, mis à part la réflexologie plantaire, mis à part l'acupression, mis à part le grand ancestral, parce que je fais des mixtes, je fais un mixte avec le frottement d'antan, puisque n'oublions pas que je suis arrière-petite fille de frotteuse et d'accoucheuse. Donc, je fais le frottement et avec un autre thérapeute, il fait l'acupression. Donc, nous faisons un mixte de 2 massages ancestraux. L'acupression, qui est un massage ancestral de Thaïlande, de Chine, de Bali, d'Indonésie, et le frottement, qui est un massage ancestral de la Guadeloupe. C'est avec l'huile soulagée que tu fais ça? Comment? C'est avec l'huile soulagée? Oui, parce qu'il faut toujours mettre des huiles anti-inflammatoires pour pouvoir aider aussi aux mains de mieux faire les palpations, etc. Donc, au cabinet, il y a de nouveaux soins, mis à part la réflexologie plantaire, sans oublier le bilan de vitalité, parce que ça, c'est quelque chose de très important, puisqu'en naturopathie, on cherche la cause du problème. On ne va pas traiter le problème directement, mais on cherche la cause du problème. Donc, rendez-vous au cabinet 73. Rendez-vous au cabinet au 63 rue Lamartine. Le téléphone, c'est le 06 90 73 78 17 pour que les Guadeloupéens puissent goûter aux nouveaux soins et notamment à l'acupression qui va nettoyer le froid, qui nettoie les viscères et les organes. C'est dit. Merci. Dernier point avec Maurice Cessé depuis Paris. Alors, depuis Paris, oui, mais je voulais rester dans le domaine de la santé, parler du vélo mix. Donc, c'est un vélo qui permet de mixer des smoothies grâce à l'énergie du pédalage. Et donc, dans le cadre de l'opération Bouge pour ta santé, les étudiants en médecine et en soins infirmiers ont pu présenter cette innovation. Max Morel était parmi eux. On voit ce reportage. Nous avons donc un stage sanitaire qui est obligatoire en 3e année de médecine et nous avons également 2 collègues qui sont élèves infirmières en seconde année et nous avons donc un stage sanitaire qui est obligatoire et nous avions choisi donc le sujet de l'activité physique et donc à cette occasion nous avons pu avoir plusieurs partenaires qui ont pu collaborer à mettre en place donc le vélo mix qui nous permet de faire des smoothies pour les élèves et nous avons aussi des activités en parallèle, des cours de danse, des jeux, tout ça pour promotionner l'activité physique. C'est très important actuellement parce qu'on a remarqué que les élèves, les adolescents en tout cas en général, donc pratiquent beaucoup moins qu'il y a quelques années. Il y a une descente d'à peu près, en 20 ans, on a perdu à peu près 30% de personnes qui pratiquent une activité physique régulière, donc qui est normalement d'1 heure pour un adolescent par jour. Du coup, c'est très important de faire passer donc ce message pour que les élèves puissent en tout cas avoir envie de se remettre à une activité physique régulière. On fait moins de sport et on mange de plus en plus mal. Et on mange beaucoup plus mal, effectivement, puisque l'avancée des diabètes, maintenant aujourd'hui on a un peu le diabète beaucoup plus tôt, on a plein de maladies chroniques et graves qui arrivent beaucoup plus tôt à cause de notre alimentation qui n'est pas correcte, qui n'est pas saine. De nos jours, on a un public au niveau des jeunes qui est assez sédentaire, donc qui ne fait pas grand-chose comme activité après les cours ou même pendant les week-ends, ce genre de choses. Et le projet, effectivement, de les faire se dépenser pour potentiellement leur faire découvrir une activité qui pourrait les plaire après ou s'ils veulent même se lancer dans cette activité. On peut bien voir avec le jus fruité, à côté il y en a 2-3 qui vont aller prendre un petit soda sucré. Donc tous les rappels sont faits au niveau de l'équilibre alimentaire et c'est vrai que
l'intrusion des écrans. Les écrans réduisent de beaucoup le temps passé à l'extérieur, à bouger, activité physique ou activité sportive en club. Et donc les étudiantes ont bien axé sur la notion d'activité physique et pratique sportive. Ranger sa chambre, balayer la maison, nettoyer la voiture, promener le chien, à ramasser les herbes, tondre le jardin, ça c'est une dépense énergétique qui est importante, nous l'avons rappelé aux enfants. Voilà, on va terminer avec un hommage à Raymond Moisa, donc un Guadeloupéen, grand reporter, photographe qui est décédé pendant ce mois de janvier. Maurice Cessé a voulu lui rendre hommage. On va sur Paris pour voir ce reportage. Des personnes qui ont bien connu Raymond Moisa présentes ce soir ici à la Bourse du Travail pour lui rendre un hommage. Raymond qui nous a quittés il y a quelques jours. Miguel Montlouis, félicité, grande photographe aussi de la capitale qui a certainement bien connu Raymond. Un mot sur Raymond Moisa. Un mot sur Raymond, mon fâché est vert, quoi, Raymond, parce que là, partir sans un au revoir, c'est toujours très difficile, même si on sait nos amis malades et tout. On a travaillé avec eux, on a cheminé avec eux, on a ri, souri, même des fois pleuré. Hein. Et quand j'ai su que Raymond avait été malade, évidemment que ça a été difficile de le voir et tout ça. Et apprendre en plus, quelquefois sur les réseaux, la mort de proches, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais là, ce soir, nous sommes là pour lui rendre hommage à son travail, à sa délicatesse, parce que c'est un homme distrait. Et moi, je le voyais toujours en binôme, parce que j'ai travaillé avec lui pour Pilibo Magazine, avec Nicole, avec Mika, Michael Marca. Et on a vraiment cheminé ensemble. Ce sont des hommes qui m'ont donné la place en tant que photographe. Oui, Raymond Moisa, oui, grand reporter et qui a été mon binôme durant quelques années pour le magazine Pilibo Magazine. Et voilà, donc nous nous retrouvons là parce que nous avons souhaité lui rendre un hommage. Et en tant que reporter, sans oublier qu'il il a été longtemps à la Poste comme agent postier et puis la photo était, on peut dire, un hobby qui est devenu après professionnel. Et voilà, et puis il était toujours avec nous sur le terrain. Journaliste photographe qui a bien connu, qui a beaucoup côtoyé Raymond. Il s'agit d'Alfred Joxan, notre confrère de France Antilles. Alors, 2 mots sur Raymond. Oui, bonjour à tous. Ce soir, nous sommes à Saint-Denis pour rendre un hommage à Raymond Moisa. Raymond Moisa qui était un reporter photographe sur plusieurs supports, notamment sur Dom Hebdo. Et voilà, il est parti subitement, mais après des longues maladies. Et que c'est un grand moment pour nous ce soir. Nous qui l'avons connu, qui l'avons côtoyé, qui l'avons échangé, travaillé avec lui, d'être présent aujourd'hui. Et nous sommes nombreux. C'est un très bon moment. Voilà, qu'il représente. Voilà, il est exactement 13h59 dans 1 minute, il va être 14h. Je vous rappelle qu'on a reçu depuis ce midi Georges Bridan, président du PAP, Penser et Agir pour Pointe-à-Pitre, qui fête son 4e anniversaire ce week-end. Cécile Boucaud, adjointe au maire de la mairie de Pointe-à-Pitre, vous invite à la marche qui aura lieu, la marche samedi, par rapport à l'assassinat du jeune qui la semaine dernière. Caroline Alix nous a présenté sa chronique habituelle et Pierre Chadou, professeur d'art, il va nous parler de son exposition. On a terminé avec Natacha Mélon qui nous a parlé de Sage pour la jeunesse avec beaucoup d'entrain et de bénévolat. Ça fonctionne bien le bénévolat ? Le bénévolat, c'est un état d'esprit. Hein. On a envie de donner, on a envie d'aider, on le fait, tout simplement. Et pour la grippe, en ce moment, c'est Ditébrilus, c'est recette magique, soulagée. Oui, le soulager. Mais pas que, il y a plein de choses. Il y a les fusions, il y a le croc. Je voulais aussi faire un petit détour, Danick, si tu me permets. Oui. Parce que le bénévolat, je suis au Lions Club et nous organisons une journée de cohésion dimanche sur la plage du Môle. D'accord. Donc, voilà. Bon, c'est dit. Sinon, l'actualité, Iman News va nous rappeler
rapidement. Oui, l'actualité majeure dont on a parlé, ce sont les mesures prises par les maires pour lutter contre les nuisances publiques, notamment l'interdiction de la vente d'alcool à partir de 20h. On a aussi évoqué la récente conférence sur le port maritime de la Guadeloupe qui révèle une baisse significative du trafic. Il était question, on vient de le voir, du vélo mix, cette initiative de sensibilisation à l'activité physique menée par le collège de Petit-Bourg. Et on a aussi évoqué l'intégration de la solidarité mutualiste au sein de Mutual France. On a terminé sur Paris avec l'hommage rendu à Raymond Moisa. Voilà. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, les 14h. Merci d'être avec nous tous les jours. Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités. C'est tout à fait normal. On se retrouve demain. On est déjà jeudi. Tout à fait. Mais demain, si le boucantage médiatique à partir de 12h30 avec mes confrères de la presse et puis les autres invités, eh bien, bonne fin de semaine pour tous les gens. Et puis, Edith, à dans notre soleil. À dans notre soleil, santé s'y met à cause, toujours. Donc, faire attention. Voilà. Et on se retrouve demain. Voilà. Ciao, bye bye. À demain à la maison.